Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre ce deuxième webinaire du deuxième cycle que nous consacrons au solaire et nous avons aujourd'hui l'honneur et la chance d'accueillir Thierry Lepercq qui a une grande carrière dans les énergies renouvelables et qui aujourd'hui est devenu un des champions, si je puis dire, de l'hydrogène et de l'utilisation extrêmement variée de l'hydrogène vert. Et donc, dans le contexte actuel où ce sujet est vraiment de grande actualité, je pense que nous avons tous beaucoup d'intérêt et d'envie de l'écouter. Et donc, je vais sans plus tarder lui passer la parole. Après ça, je ferai peut-être un petit point juridique de voir où on en est actuellement et puis nous ouvrirons le débat. Cher Thierry, vous avez la parole. Merci Corinne, merci à tous. Vraiment très heureux d'avoir cette occasion. Alors, vous me confirmez, vous voyez bien mon écran et que quand je passe, alors, si je passe, oui, vous voyez l'écran évoluer lorsque j'ai fait Oui. Voilà, ok, très bien. Bon, ben donc je vais vous parler. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de l'hydrogène avec un angle particulier. Donc, effectivement, nous connaissons avec Corinne Lepage depuis de nombreuses années. Nous intervenons conjointement dans des conférences, mais surtout, nous sommes à des degrés divers des combattants de la même cause. Pour ce qui me concerne, celle des énergies renouvelables depuis maintenant 2 décennies, ayant créé Solaire Direct, opérateur d'électricité solaire, qui a construit le premier parc solaire en France en 2008, qui a construit le premier parc solaire sans subvention aucune au Chili en 2013, qui a construit un parc solaire de 600 MW au Mexique en 2017 à $20 du mégawattheure, et qui a été société qui a été vendue à Engie et dont j'ai rejoint le groupe, le comité exécutif en 2015, et avec une vision qui j'en parle sur un plan un peu personnel parce que je suis passé de la vision de l'entrepreneur des énergies renouvelables qui a donc construit 3 gigawatts dans une quinzaine de pays et donc contribué à cette vague du solaire, surtout à la réduction des coûts de cette énergie dans le monde entier et tout particulièrement en France. On a quand même construit 1 gigawatt en France, avec donc une vision de système énergétique. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas juste l'hydrogène comme un objet sympathique à la mode, etc., mais comme la base d'un système énergétique. Et cette base, elle s'est établie, elle s'est imposée lorsque j'étais donc au COMEX d'Engie et que nous avons monté en 2016 une étude avec Tractable Engineering consistant à essayer de répondre à la question comment fonctionne un système 100% énergie renouvelable. Et pas que un système électrique, d'ailleurs, un système énergétique. Et la réponse à ces travaux, qui avaient dans une logique très scientifique, nous avions étudié une région, donc la région PACA, 5 millions d'habitants, dans une logique complètement insularisée. Et la réponse à la question était, eh bien, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas de l'hydrogène comme la base du système. La base du système, alors certains parlent de stockage, mais en fait, c'est assez impropre. C'est véritablement ce qui garantit la sécurité d'approvisionnement. Et donc, j'ai, pour ce qui me concerne, dans mes fonctions chez Engie, lancé tout ça, créé une business unit qui s'est développée par la suite. J'ai néanmoins quitté Engie en 2018 parce que je trouvais que personnellement, les choses n'avançaient pas aussi vite que je le souhaitais. Donc, créé SolidVent, une société de conseil. Et puis Ideal, dont je vais vous parler, mais Ideal et puis écrit accessoirement un livre qui a maintenant 3 ans qui s'appelle L'hydrogène, le nouveau pétrole. Ideal avec une approche de l'hydrogène qui est particulière, dont je vais vous parler en détail, qui est l'hydrogène système d'une part, mais aussi l'hydrogène commodité, c'est-à-dire l'hydrogène produit en très grande quantité, répondant à des besoins de marché, non pas juste un des éléments sympathiques ou dans un mix énergétique où on essaie de combiner différentes choses, mais véritablement comme la base même d'un système énergétique, une molécule qui d'ailleurs peut remplacer en tout point le pétrole, le gaz et le charbon, dont nous savons tous que ça représente encore 80% du mix énergétique mondial, c'est-à-dire autant qu'il y a 60 ans. Donc on a vraiment un sujet aujourd'hui de comment le potentiel de ces énergies renouvelables répond à ces besoins. Alors, je voudrais commencer d'ailleurs un petit peu par ça.
par vous parler du contexte que nous connaissons tous, mais que, en fait, je pense encore aujourd'hui en France notamment, on sous-estime gravement. On a l'impression que ce qu'on vit, la crise énergétique que l'on vit, est quelque chose de passager, alors que c'est fondamental. C'est en fait une évolution absolument centrale. Et le premier point, c'est que les investissements dans le gaz et le pétrole ont baissé. Alors on peut s'en réjouir. La conséquence, c'est comme les investissements ont baissé, l'offre baisse aussi, en tout cas est moins dynamique, et la demande étant toujours là, les prix ont monté. Et puis ajoutons à ça le contexte géopolitique européen, où ce qu'on peut résumer en un chiffre, 3000 TWh à trouver, 3000 TWh d'importation de gaz de pétrole et de charbon russe, sur lequel il faut trouver des alternatives. Alors, j'ai juste mis sur la droite là une référence. Si on veut faire ça avec des centrales nucléaires, il nous en faut 300 de plus, 300 centrales de plus à l'échelle européenne, et ils nous les font tout de suite. Donc, vous aurez compris que l'enjeu énergétique et d'investissement est tel qu'il faut trouver une alternative. Alors, cette alternative, elle existe avec le solaire. Alors, le solaire, c'est pas uniquement parce que j'ai développé du solaire pendant de nombreuses années, mais vous savez qu'aujourd'hui, le solaire est la première source de production d'énergie nouvelle dans le monde, avec près de 200 gigawatts installés l'année dernière, pas loin d'1 terawatt. Vous voyez l'évolution des capacités de production qui monte de manière dramatique, et pas loin d'1 terawatt en 2025, prévu en termes de capacité sur la partie photovoltaïque. Mais avec une question qui est complètement centrale, est-ce que le solaire peut remplacer le solaire et l'éolien, enfin les énergies renouvelables dans leur ensemble, et tout particulièrement le solaire, qui sont promises un très très grand avenir par McKinsey, comme vous voyez, puisqu'ils estiment que ça va faire à peu près la moitié du mix énergétique mondial d'ici 30 ans. Est-ce qu'on a aujourd'hui une solution concrète pour répondre à l'enjeu de la crise énergétique que nous connaissons actuellement? Et si on dit l'hydrogène est la réponse, ou peut-être une des réponses à cette crise énergétique, il faut parler assez rapidement de volume, il faut parler de délai, et puis il faut parler de coût. Et si on mesure aujourd'hui ces coûts relatifs, le gaz naturel, il est aujourd'hui à un peu moins de 100 euros du mégawattheure sur le marché européen, c'est-à-dire à peu près cette fois le prix auquel il était il y a un peu plus d'1 an. Mais malheureusement, l'hydrogène bleu, alors dont on parle plus tellement, enfin issu lui-même du gaz naturel, n'est pas une alternative du tout économique à ce sujet-là. Et même l'hydrogène vert tel qu'il est conçu aujourd'hui par l'essentiel des projets qui sont développés en Europe, c'est-à-dire de l'hydrogène vert connecté au réseau électrique, mais compte tenu de l'évolution des prix de l'électricité, on se retrouve avec un hydrogène vert qui est tout à fait à des prix de plus de 15 euros du kilo, 500 euros du mégawattheure, qui sont des prix tout à fait inabordables. Et en revanche, l'hydrogène dont je vais vous parler, cet hydrogène issu du solaire captif, qui est issu de la vision et du développement de Ideal, lui, avec 1,5 euros du kilo, un peu moins de 40 euros du mégawattheure, se présente en fait de facto comme une alternative extrêmement compétitive et extrêmement attractive, sans subvention, à cet hydrogène. Alors, de quoi au gaz naturel notamment. Alors, de quoi parle-t-on? On parle d'une initiative qui a à la base, qui s'appelle Ideal Ambition, qui a commencé à travailler il y a 2 ans, qui réunit des acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis l'amont, c'est-à-dire la production d'énergie renouvelable, des acteurs de l'électrolyse aussi, de l'ingénierie, ça c'est ce qu'on appelle, si on prend le jargon pétrolier, l'upstream, avec des acteurs aussi de du midstream, du transport, donc des TSO gaziers, comme on appelle dans le jargon, des transporteurs. En France, c'est GRT Gaz et Teréga. On a eu aussi Enagaz. Je vous parle d'ailleurs, actuellement, je suis à l'heure où je vous parle à Madrid, où je parle une bonne partie de mon temps, vous allez comprendre pourquoi. Donc le projet d'ailleurs Ideal est né de cette vision de production et de transport en Espagne, mais avec une vision pan-européenne, avec des clients, des gros utilisateurs, principalement dans l'industrie, la chimie, l'énergie, la sidérurgie. Et donc la vision qui a été, et le système qui a été développé et porté par ces 30 entreprises, avec le soutien de la Banque européenne d'investissement notamment,
vise à développer, à produire 3,6 millions de tonnes d'hydrogène en Europe à horizon 2030, avec du solaire, 95 gigawatts de solaire et 67 gigawatts d'électrolyseurs, et qui a donc été répertorié par l'IRENA, l'Agence internationale des énergies renouvelables, dans son rapport sur la géopolitique de l'hydrogène qui a été publié en janvier dernier, comme le premier projet mondial de secteur. Alors ça, c'est la vision d'ensemble. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de High Deal Ambition et quel est ce modèle dont je vais vous parler, qui est ce modèle d'hydrogène à très grande échelle, hydrogène de commodité, hydrogène système. Le premier point, là on va rentrer dans des choses un peu techniques, c'est ce qu'on appelle le captif solaire ou le solaire dédié, ou photovoltaïque dédié, autrement dit des installations de production solaire non raccordées au réseau électrique, de 500 à 1000 MW, ça c'est pour les installations en Europe. De l'autre côté de la Méditerranée, on va plutôt viser 20 à 25 gigawatts par installation, et des très grosses installations. On est très loin de l'énergie décentralisée ici, bien sûr. On est dans une industrie pétrolière. Hein, je crois que d'ailleurs, faut vraiment comprendre cet hydrogène dont je parle comme quelque chose qui est véritablement de nature pétrolière dans sa dimension, avec donc des installations non connectées au réseau, mais sur lesquelles qui bénéficient des effets d'échelle, parce que bon, une installation de 500 MW, elle est quand même beaucoup plus économique qu'une installation de 1, 2, 3, 5 MW. Le principe de ce système que nous avons développé est aussi d'avoir une colocalisation avec les électrolyseurs. D'ailleurs, il n'y a pas d'électricité d'un côté et d'hydrogène de l'autre. Ce sont des installations qui sont complètement combinées. Et d'ailleurs, les sociétés d'ingénierie avec lesquelles nous travaillons, une annonce qui a été faite hier dans la presse sur la sélection qu'on vient de faire de sociétés d'ingénierie pour nous aider, eh bien, ces sociétés d'ingénierie travaillent sur des designs qui vraiment combinent le solaire et l'électrolyse dans une logique sans couture, on pourrait dire, avec un objectif, c'est pas simplement de faire un projet puis un autre, mais véritablement d'industrialiser toute cette mise en œuvre de l'électrolyse avec des technologies à la fois flexibles qui permettent de suivre la production solaire qui, comme chacun sait, est variable, et en même temps de manière économique. Et donc la technologie qui s'est imposée ici, la technologie alcaline, sur laquelle on reviendra d'ailleurs. Tout ça étant connecté à un réseau dédié de pipeline, d'hydrogénoducs, comme on dit, pour permettre d'évacuer le plus économiquement possible et le plus sûrement possible cet hydrogène vers les lieux de consommation. Et tout ça étant dédié ensuite à des off-takers, des acheteurs réunis en consortium. Un des éléments juridiques qui est derrière, c'est le fait d'agréger des différents acquéreurs, de différentes contreparties pour réduire les risques juridiques et financiers. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est un système qui est construit pour trouver des coûts de 1,5 € du kilo. Vous avez sur le slide que je vous montre la comparaison avec les chiffres tels qu'ils résultaient de comparaison il y a un an, c'est-à-dire par rapport à l'hydrogène vert produit avec de l'électricité du réseau, le réseau électrique, l'électricité de gros, le prix de gros de l'électricité, c'était 45 € il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, c'est 150, voire 300 en France. Donc, en France, on est vraiment dans le record d'Europe, presque le record du monde. Et donc, un hydrogène, si on veut produire de l'hydrogène issu du vert ou pas d'ailleurs, issu de l'électricité du réseau, on a des coûts non pas à 3,5 comme vous le voyez ici, mais à 15. Et notre objectif pour ce qui concerne chez Ideal, c'est toujours, alors je parle en termes de coûts, pas de prix, d'avoir des coûts aux alentours d'1,5 à un horizon de temps dès 2025. Juste un élément de contexte de marché, et je crois que c'est très important de se dire qu'on ne fait pas juste de l'hydrogène comme ça dans le brouillard. On s'adresse sur un marché, et le marché de l'hydrogène, en tout cas, c'est nous les discussions qu'on a avec ces clients ces utilisateurs qui forment la base de notre projet. Ils ont comme élément de référence le prix du gaz naturel et le prix du carbone. Et donc, ce que vous voyez là sur le graphique de droite, c'est une synthèse des prix. Si on prend les prix du gaz naturel et les prix du carbone, tels qu'ils résultent notamment des estimations des consultants de Behringer Partners, vous avez d'abord un prix de l'hydrogène aujourd'hui, un prix virtuel, enfin, quelque somme de l'hydrogène qui est passé grosso modo de 1 € du kilo il y a un an à 5.
dont on peut estimer, notamment parce que les prix du gaz naturel vont peut-être pas rester à 100 € du mégawattheure éternellement, mais ils vont certainement pas redescendre au niveau où ils étaient avant. Et donc, on se retrouve dans une situation où on va pouvoir vendre de l'hydrogène à peut-être 2,5, 3 € du kilo en moyenne sur les 10 ou 20 prochaines années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle dont je vous ai parlé, eh bien, s'il produit 1,5 et qu'il vend à 2,5, vous aurez rapidement fait la différence. Il va générer des marges très significatives sans subvention. Et ça, c'est le point de départ de ce qu'on a trouvé toujours dans le pétrole et le gaz. J'aime toujours faire cette comparaison qui est un peu controversée en France, mais avec le gaz de schiste. Hein. Il y a 20 ans, des entrepreneurs qui avaient développé les technologies de la fracturation hydraulique et du forage horizontal ne sont pas allés à Washington pour dire on va faire Make America Great Again et donnez-nous des subventions parce qu'on va transformer l'Amérique. Ils sont allés à Wall Street, ils ont levé 1000 milliards de dollars et surtout ils sont adressés au marché. Et c'est comme ça que les États-Unis, on sous-estime d'ailleurs complètement ce changement géopolitique. Les États-Unis ont grandi d'une Arabie Saoudite en à peine plus de 10 ans dans le pétrole et d'un Qatar dans le gaz, ce qui fait qu'aujourd'hui ils regardent d'ailleurs la situation énergétique mondiale avec une autre perspective que la nôtre. Ce point est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un modèle économique qui tient et que les très très gros volumes qu'il s'agit de remplacer de gaz de pétrole russe, eh bien, l'hydrogène vert dont je vous parle là est in the money. Alors, ça, c'est une vision en général et qui est aujourd'hui mise en œuvre sur un projet, un premier projet en Espagne qui s'appelle Ideal España, qui prend la forme d'une société. Je vous donnerai quelques détails. Mais surtout, je pense que, enfin, ce qui est très important de comprendre, c'est que avec un projet de cette nature, nous avons réponse à l'ensemble des questions. La réponse à la question, c'est quoi? C'est où produit-on? Comment transporte-t-on ce produit et qui l'achète? Et donc le projet en question, il consiste en grosso modo il y a quatre composantes. Une première, une composante foncière avec des sites de parcs solaires dont la moitié sont déjà sécurisés, donc les permis sont déjà en cours d'instruction sur plus de 5000 hectares en Castille et Léon et en Aragon, donc nord de l'Espagne. Vous avez en plus de ça des contrats de PC donc ça fait l'objet d'ailleurs de l'annonce qu'on a faite hier. Donc nous avons signé un partenariat avec des grands EPCI, des grandes sociétés d'ingénierie de construction mondiale, dont Vinci en France, enfin pas en France, c'est une société française, Vinci Construction, Técnicas Reunidas, qui est une société espagnole, et Power China. Et le point fondamental, c'est que les partenariats que nous avons signés, contrats, sont cohérents. Je ne vais pas vous donner les chiffres détaillés, mais sont cohérents avec notre objectif d'1,5 € du kilo, ce qui est un message d'ailleurs, un vote très puissant. Donc ces installations sont basées, donc comme je vous le disais tout à l'heure, colocalisées solaires et électrolyseurs colocalisés dans ces régions à forte production que sont les plateaux du nord de l'Espagne, où on a aussi de l'eau. Alors ça, c'est un point essentiel. Il se trouve que le nord de l'Espagne est plus arrosé que le sud, et notamment parce qu'il y a la chaîne cantabrique et la chaîne des Pyrénées qui apportent pas mal d'eau. Donc ça, c'est un élément important pour la fiabilité du système. Et ces installations sont connectées à un réseau, vont être connectées à un réseau dédié de pipelines qui vont être construits par Enagás, donc le transporteur de gaz espagnol. On parle là de 1000 km qui seront construits dans les 3 ans qui viennent, le long de pipelines existants, et le tout pour fournir donc 2 clients principaux. Il y en a d'autres qui sont en train d'arriver, mais qui vont nous acheter pour 5 millions de tonnes d'hydrogène sur 20 ans, qui sont d'une part ArcelorMittal, qui va investir 1 milliard d'euros dans son usine des Asturies pour produire, pour remplacer le charbon à coke dans l'oxydoréduction de minerai de fer par la technologie DRI, et Fertiberia, qui est un très gros producteur d'engrais, qui va construire une usine d'ammoniac pour alimenter son usine d'engrais et pour produire des engrais verts à partir de 2025 là aussi. Le projet, il prend la forme d'une société donc, qui a été créée il y a 9 mois, qui est une joint venture, dont j'assume la présidence, qui est une société qui va détenir les actifs, qui va détenir les contrats, qui va aussi investir dans le transport et le stockage, et qui est une société qui a aujourd'hui à son capital ArcelorMittal et Fertiberia qui détiennent ensemble 50% du capital.
les autres acteurs, notamment Enagas Renovables, SolarAdvent, qui est la société, et DH2 Energy, qui est le développeur détenant le sol. Le timing du projet, il est très ambitieux et en même temps, il est très tenu. Nous avons lancé une phase de préfaisabilité en avril 2021 qui s'est achevée par la signature d'un contrat de ce qu'on appelle dans notre jargon Joint Development Agreement, un contrat de développement conjoint en juillet dernier, la création de la société, la conduite d'une étude de faisabilité sur l'ensemble des sujets depuis l'amont jusqu'à l'aval, et qui va nous amener à partir de la fin de cette année avec une première levée de fonds qui sera entre guillemets un acompte sur une première levée de fonds qui est la levée de fonds du projet qui elle interviendra fin 2023, début 2024 pour à peu près 2,5 milliards d'euros. Donc la première levée de fonds significative, on a déjà levé de l'argent dans le cadre du développement, mais là on passe vraiment en phase industrielle, donc des capitaux qui seront levés à l'automne, qui nous permettront de passer en phase cette fois-ci d'industriel. La construction démarrant début 2024 pour une mise en service et une première production de 150 000 tonnes par an. Donc c'est un projet au total pour mémoire de 9,5 gigawatts de solaire, 7,4 gigawatts d'électrolyseurs, 330 000 tonnes par an de production d'hydrogène et dont près de la moitié seront déjà mises en service fin 2025. Quelques mots et je serai très heureux ensuite qu'on passe aux questions-réponses et je pense que ce sera la chose la plus intéressante. Au-delà de l'Espagne, si on veut répondre aux besoins, alors je parlais tout à l'heure des 3000 TWh de gaz russe et charbon, il y a une autre mesure, c'est pour ce qui nous concerne, nos clients. Alors les clients, c'est qui? C'est d'abord ArcelorMittal et Fertiberia. ArcelorMittal, lui, nous dit, moi, je n'imagine pas vendre une tonne d'acier qui ne soit pas décarboné en 2030. Ce qui veut dire d'ailleurs, c'est un message très très fort pour les sites français de Fos et de Dunkerque. C'est-à-dire que, eh bien, ils nous disent, nous avons besoin d'1 million de tonnes d'hydrogène par an, quand le plus vite possible, pour décarboner nos sites en France, en Belgique, en Allemagne notamment. Et ce besoin-là, on l'a tout de suite. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir ce besoin-là. On a BASF, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a des besoins aussi très très forts pour ses usines en Allemagne. Mais aussi la mobilité. On est en train de travailler dans les Asturies aujourd'hui à un système qui va s'appuyer sur le déploiement qu'on fait de ces infrastructures qui seront dans un premier temps contractées, dans un deuxième temps régulées. Nous pourrons éventuellement évoquer le statut de la régulation de ces infrastructures. Je pense que ça intéressera peut-être certains de nos auditeurs. Mais tout l'intérêt de la démarche de Hub dont je parle, c'est que la mobilité qui fait aujourd'hui l'objet de beaucoup de projets d'hydrogène, avec un défi considérable qui est c'est quoi la disponibilité d'hydrogène, c'est quoi les quantités, c'est quoi les prix. Si vous avez de l'hydrogène à 15 € du kilo, c'est sûr que la mobilité hydrogène n'a aucune chance face au diesel. En revanche, si vous avez de l'hydrogène à 1,5 ou 2,5 ou 3, enfin bon, peu importe, dans ces eaux-là, avec des infrastructures payées par l'industrie, à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec une économie de l'hydrogène mobilité qui change complètement. Je sors d'ailleurs de discussion avec des acteurs japonais qui viennent ici en Espagne. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a une mobilisation autour des véhicules à pile à combustible qui, là encore, vont être totalement transformés. Le modèle va être totalement transformé à partir de 2025 dans les Asturies où nous allons être, parce que nous sommes en train de travailler avec des acteurs de la mobilité, des stations de ravitaillement, des véhicules, de la logistique, pour bénéficier justement, pour faire levier de ces infrastructures, pour avoir en fait un TCO, ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership des véhicules, inférieur aux véhicules diesel, un véhicule pile à combustible, inférieur au coût du véhicule diesel à partir de 2025. Une autre utilisation qui va aussi arriver très rapidement et qui va être importante, c'est la chaleur et l'électricité.
Un mot, hein, ArcelorMittal à Gijón et à Avilés, donc dans les Asturies, donc au nord de l'Espagne, c'est presque 4 TWh de demande d'électricité annuelle. Aujourd'hui, qui était fourni jusqu'à une période récente par de l'électricité charbon les centrales à charbon ayant fermé, aujourd'hui, c'est fourni par de l'éolien, donc avec beaucoup d'incertitudes sur la pérennité et puis avec des coûts extrêmement élevés. Nous sommes en train de travailler avec des acteurs des turbines, notamment, à un projet de CCGT, donc de centrale à gaz, pour utiliser l'hydrogène dont nous allons avoir besoin pour faire de l'hydrogène en pointe et en base, pour assurer, pardon, de l'électricité en pointe et en base en utilisant cet hydrogène accessoirement stocké en cavité saline l'hiver pour pouvoir assurer cette sécurité d'approvisionnement qui est aujourd'hui le sujet principal en Europe. Donc, ce que vous avez là, c'est des chiffres préparés par McKinsey. Il dit, avec tous ces besoins, on va avoir en Europe des besoins tout à fait considérables d'hydrogène. D'où cet hydrogène peut-il venir? Bon, de Russie, c'est pas une très bonne idée. L'Espagne, oui, mais les volumes seront quand même pas infinis. L'éolien, notamment de mer du Nord, a un potentiel intéressant, mais on en va quand même surtout en avoir besoin pour fournir de l'électricité. Et donc, la conclusion assez naturelle, c'est qu'il faut regarder au sud de la Méditerranée, et c'est ce que nous faisons aussi par ailleurs. Donc, notamment, tout simplement parce qu'on a aujourd'hui des besoins qui se chiffrent en millions de tonnes de nos acteurs qui nous disent merci, est-ce que vous pouvez nous fournir ces millions de tonnes? Et bon, l'Espagne, oui, mais pas que. Et donc, vous avez là une présentation du modèle économique. Où est-ce qu'on peut trouver à la fois la ressource et surtout les coûts les plus avantageux? Et sans surprise, au-delà de l'Espagne qui est imbattable, c'est de l'autre côté de la Méditerranée qu'on peut aller voir, notamment au Maroc ou en Mauritanie, voire plus loin en Arabie Saoudite ou d'autres pays plus lointains, à ceci près que si on veut transporter cet hydrogène par bateau, si certains sont intéressés, on pourra discuter des technologies qui permettent ça, mais si on veut le transporter par bateau, les coûts sont extrêmement élevés. L'hydrogène, le gaz naturel coûte déjà beaucoup plus cher que le pétrole à transporter, à peu près 5 fois plus. L'hydrogène, c'est plutôt 10 fois plus, et donc il y a une prime tout à fait considérable au pipeline. Donc nous, ce que nous sommes en train de travailler, c'est un système de cette nature, c'est-à-dire de dire que bien sûr, il va falloir produire en Europe le plus possible, et tout particulièrement en Espagne et Portugal, qui sont richement dotés en solaire et en éolien, mais surtout en solaire. Mais il va falloir regarder de l'autre côté de la Méditerranée, et d'ailleurs, il y a des pays qui sont tout à fait prêts à nous aider là-dessus. J'étais à titre personnel 2 fois ces derniers mois invité par le gouvernement mauritanien à Nouakchott, la dernière fois avec 500 personnes, avec des acteurs de l'énergie du monde entier qui s'étaient réunis dans un centre de conférence à l'invitation du président du pays, qui a déjà signé pour 40 gigawatts de projets avec des acteurs notamment anglo-saxons pour la production d'hydrogène. Et on est en train de travailler sur comment cet hydrogène vert, dont on a un besoin en fait urgentissime, va pouvoir se substituer au gaz et au pétrole russe. Alors, je vois d'ici des gens me dire, mais attendez, vous allez substituer une dépendance par une autre. Bon, ensuite, si on veut résoudre le changement climatique, malheureusement, il faudra se résoudre au fait que on ne va pas trouver 100% de ses besoins en Europe, sauf si à chagriner monsieur Stéphane Bern et en mettant 50 000 éoliennes sur notre belle campagne. Il va donc falloir importer, et si on veut importer, autant importer non pas d'une zone, mais ne pas d'avoir un fournisseur à 40% et qui soit accessoirement doté de l'arme nucléaire, comme on le voit avec la Russie, mais plutôt différents fournisseurs, 2, 3, 4, 5, proches, en Afrique du Nord, un peu plus lointain, demain en Namibie, Chili, Australie. L'hydrogène, véritablement, et je voudrais terminer par ça, ce n'est plus, ou ça n'est pas ce que on croit connaître encore, c'est-à-dire un sympathique facteur territorial. C'est véritablement une base systémique, une réponse systémique à la double crise très très forte qui nous frappe aujourd'hui en Europe, qui est cette crise à la fois énergétique et climatique. Voilà, Corinne, je vais m'arrêter là. Prêt à répondre à des questions, à échanger avec les participants, et puis à regarder les questions juridiques
qui sont multiples sur la question, notamment les questions de régulation sur la Alors, production. je vais juste dire quelques mots parce que je pense que ce que vous avez dit est tellement intéressant, novateur. Je pense que nos participants ont plein de questions à vous poser et moi j'en ai peut-être une ou deux. Juste, je voulais faire un petit point, un petit focus sur ce qui se passe au niveau européen actuellement dans le cadre de Repower EU et de la réponse justement à la crise ukrainienne, parce que il y a eu un travail donc qui est fait au niveau communautaire actuellement, avec l'idée de porter la production d'hydrogène à 20 millions de tonnes d'ici 2030, alors que dans l'ambition du Fit for 55, il était à 5,6 millions de tonnes. Donc, on change complètement d'échelle quand même. J'entendais, vous disiez, vous alliez produire combien déjà, Thierry, là-bas? Alors, nous, avec Ideal España, c'est 330 000 tonnes par an. Le projet qu'on est en train de regarder en Mauritanie, là, c'est plutôt 5 millions de tonnes. Vous voyez, donc on est sur quelque chose de plus grand. Et ce qui a été annoncé lors d'une conférence à Barcelone, à laquelle participait, co-organisé d'ailleurs le gouvernement espagnol et à laquelle participait Teresa Ribera, à l'échelle mondiale, c'est toujours en 2030, 100 millions de tonnes. Donc, voilà. Vous voyez, donc l'initiative européenne avec 20 millions de tonnes s'inscrit dans cette logique-là. 100 millions de tonnes d'hydrogène vert à l'échelle mondiale en 2030, on part de quasiment zéro. Vous voyez la pente qu'il faut suivre. Énorme. Alors, l'investissement dans la construction d'électrolyseurs se chiffre entre 50 et 70 milliards d'euros pour les électrolyseurs, auxquels vont s'ajouter 28 à 38 milliards d'euros pour le réseau de transport dédié et 6 à 11 milliards pour le stockage. Voilà. Donc, dans ce contexte, la Commission a élaboré un règlement délégué qui vient compléter la directive 2018-2001 établissant la méthodologie de l'Union pour la production de carburants renouvelables, liquides et gazeux destinés au transport d'origine non biologique, avec un point qui est très discuté, c'est la question de l'additionnalité. Ah. Voilà. C'est-à-dire, l'idée, c'est de ne pas prendre de l'énergie renouvelable qui était déjà prévue pour certains usages pour l'affecter totalement à l'hydrogène. Autrement dit, les installations d'électricité verte dont l'hydrogène a besoin doivent être additionnelles par rapport à celles qui étaient déjà prévues. Alors, ça paraît très simple, mais ça n'est pas du tout, avec une règle stricte, puisque le texte dit les producteurs d'hydrogène devront montrer que la production d'hydrogène renouvelable a lieu à la même heure calendaire que la production d'électricité renouvelable qui a été stockée localement pendant cette période et utilisée. Alors, ceci étant, il y a une clause d'antériorité qui va fonctionner jusqu'en 2027 pour les installations de production d'hydrogène renouvelable déjà installées avant 2027. Donc, il y a un débat, disons, autour de cette clause d'antériorité, mais je voulais signaler ce point parce qu'il me paraît quand même extrêmement intéressant pour voir comment l'Europe, effectivement, se transforme pour répondre à ce besoin d'hydrogène vert. Bon, je pense que ce n'est pas la peine de rappeler les différentes couleurs de l'hydrogène. Hein. Il y a du vert, c'est le renouvelable. Il y a du turquoise, qui maintenant c'est le nucléaire. Avant, il était bleu, maintenant il est turquoise. Il y a du noir, c'est le charbon. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre comme couleur, le gris, je crois. Voilà, donc le vert, il est bien identifié et il n'est pas assimilé à l'hydrogène bas carbone, comme on essaye de le faire en France, qui est l'hydrogène nucléaire, qui n'est pas de l'hydrogène vert. Voilà, donc moi j'avais une question à vous poser avant qu'on reprenne les questions de nos participants. Est-ce que le fait de s'installer en Espagne pour vous, Thierry, est un choix qui tient à l'ensoleillement et au fait que effectivement l'ensoleillement est beaucoup plus important en Espagne qu'en France, ou qui tient au fait que c'est un projet qui est impensable en France?
La ressource, effectivement, la ressource solaire alors quand je dis ressource, c'est à la fois l'irradiation mais aussi la disponibilité de foncier. Donc, il y a, pour ceux qui connaissent la géographie espagnole, un concept qui s'appelle España vaciada, qui est l'Espagne vide, et qui est vide, qui est pas si vide que ça, mais enfin bon, où il y a des disponibilités de foncier qu'on a en fait en France, beaucoup moins en France. Il n'en reste pas moins que, effectivement, si on regarde si je prends maintenant juste, par exemple, les délais d'obtention de permis sur des installations solaires, je ne parle même pas d'électrolyseurs. Je vais vous dire, hein, quand on a construit ce Vinon-sur-Verdon en 2008, on a obtenu le permis entre le moment où on a déposé les choses et on a déposé le permis, avec modification de documents d'urbanisme, ça a pris 12 mois. Aujourd'hui, on a multiplié ça par 5. Et donc, c'est vrai qu'on a en France monté un système qui aujourd'hui, de facto, rend impossible, hein, le système aujourd'hui de permis tel qu'il a été sédimenté et construit depuis 10 ans et aggravé par chaque gouvernement, nonobstant tout leur discours. Donc, effectivement, en France, ça serait difficile. Alors, si je regarde maintenant sur un pur plan de ressources, il y a une région qui sont les plateaux de Haute-Provence, sur lesquels d'ailleurs Solaire Direct a construit plusieurs centaines de mégawatts, et tout ça en très étroite collaboration avec les territoires, avec un soutien très très fort d'acteurs, y compris à l'époque avec les services de l'État, qui étaient tout à fait coopératifs. Aujourd'hui, faire l'équivalent de ce qu'on fait, c'est-à-dire une dizaine de gigawatts, pour mémoire, c'est 12 000 hectares. 12 000 hectares, ça prend quand même de l'espace. Il y a la place dans les plateaux de Haute-Provence. Est-ce qu'on pourrait le faire? Est-ce qu'on voudrait le faire en France? C'est une question ouverte. Je pense qu'il y a ce projet à Green Provence qui pourrait le faire. Il n'en reste pas moins que si on fait ça, on aura du mal à aller beaucoup plus loin et que de toute façon, ça ne répondra qu'à quelques pourcents des besoins français. Et donc, je pense qu'il est temps que la France cesse de se regarder comme dans une situation impossible, parce qu'on dit, voilà, il faut tout produire sur place, mais en même temps, on ne veut ni solaire, ni éolien, ni le nucléaire s'effondre. Enfin, je veux dire, on a une équation impossible énergétique française, et la seule manière, c'est de raisonner à l'échelle européenne et méditerranéenne. Et moi, ce que je voudrais dire à la France, parce que c'est un peu présomptueux de s'adresser à nous sommes un pays méditerranéen. La Méditerranée, c'est notre horizon, nous sommes méditerranéens depuis des millénaires. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que l'Afrique veut nous aider. Ça peut paraître bizarre de dire, et l'Afrique il y a un besoin de France pour l'Afrique et un besoin d'Afrique pour la France ou l'Europe en général, et qu'il est temps de regarder le potentiel qui est là. Et je vais juste mentionner quelque chose. Donc, quand j'étais à Nouakchott, on a signé un accord avec le gouvernement mauritanien, mais surtout le gouvernement ArcelorMittal, un de nos actionnaires, était là, un de mes administrateurs, qui a signé un accord pour la production de 2,5 millions de tonnes d'acier en Mauritanie, qui se trouve avoir une très importante ressource de minerais de fer. Donc, imaginez des usines, et ce n'est pas juste une vision théorique, il y a un truc qui a été signé il y a 15 jours, hein, des usines sidérurgiques chimiques construites en Afrique avec le gouvernement mauritanien qui dit « je suis ouvert à des millions d'immigrants africains ». Citez-moi un seul pays qui voudrait accueillir à bras ouverts des millions d'immigrants africains, non pas pour leur donner le RSA, mais pour les faire travailler dans de l'industrie et dans une activité économique en plein développement. Donc, regardons ça pas uniquement comme un sujet franco-français pour résoudre nos problèmes franco-français, essayons de regarder ailleurs. Et la France qui a, à une époque, une vision qui allait au-delà des Pyrénées et de Porquerolles, où j'ai le bonheur de voir depuis ma maison, il faut regarder au-delà. Et donc, ayons une vision européenne, une vision méditerranéenne. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est on a annoncé là, hier la collaboration notamment avec Vinci Construction, qui est un groupe français extraordinaire avec lequel qui va donc nous construire nos parcs solaires hydrogène, et qui s'est engagé dans une aventure formidable avec nous en termes d'ambition économique. Eh bien, voilà, il y a des acteurs français comme celui-là, il y en a plein d'autres avec lesquels on travaille aussi. Il faut avoir confiance en soi et en même temps regarder avec, je pense, distance. Ok, il y a des problèmes de permis, mais
mais ce n'est pas parce qu'on va résoudre ces problèmes de permis sur le solaire et l'éolien qu'on résoudra le problème. Donc, je pense qu'il faut vraiment le raisonner à l'échelle, dans une logique de système, dans une logique coopérative, dans une logique ouverte. Et l'hydrogène, qui est par définition quelque chose qui se transporte, qui se partage, là, je suis désolé, je vais revenir encore 70 ans en arrière. Qu'est-ce qu'on a fait il y a 70 ans? Eh bien, on est allé voir les Allemands et on leur a dit, ben voilà, on va mettre ensemble ceux sur la base de quoi on a fait la guerre pendant des siècles, c'est-à-dire le charbon et l'acier, et on va construire quelque chose autour. Eh bien, aujourd'hui, il y a la même chose à faire sur l'hydrogène, et ça va bien au-delà de REPowerEU. Hein. Honnêtement, on peut dire, c'est très bien d'être des chiffres. Moi, je pense qu'il y a encore besoin d'un électrochoc à Bruxelles. Il existe à Berlin. J'ai été invité par le gouvernement allemand là-dessus. Mais il faut vraiment de toute urgence travailler sur ces questions avec nos amis européens. Alors, Margot, est-ce qu'on a des questions? Oui, tout à fait. Alors, une première question. Prévoyez-vous des difficultés d'approvisionnement en eau pour la production d'hydrogène? Oui, alors attendez, j'ai juste un tout petit problème d'approvisionnement électrique. Je vais voir, attendez, je ne voudrais pas que mon truc tombe en panne. Hop. Voilà, non, c'est bon. J'ai retrouvé de l'électricité. C'est une bonne question, c'est une très bonne question. On a besoin d'eau. Alors, pas de quantité quand même gigantesque, il faut tout relativiser. On a besoin aujourd'hui d'un peu moins d'un demi-litre. L'équivalent, pour faire un équivalent d'un litre d'essence, il nous faut à peu près 2 litres d'eau, hein, 2 litres et demi d'eau. Donc, ce n'est pas non plus des quantités complètement gigantesques. Il n'en reste pas moins que si on est dans des zones où il y a beaucoup de soleil, eh bien, généralement, il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a beaucoup de soleil. Et si vous regardez la géographie espagnole, je vous ai parlé du nord de l'Espagne, où là, on est plutôt, je veux dire, confortable. Enfin, c'est des sujets importants quand même. Hein. Dès qu'on va aller au sud de l'Espagne, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, et voire en Andalousie, on a des sujets d'eau. Vous savez qu'une partie importante de territoire espagnol aujourd'hui soumis à une sorte de désertification, donc ça a un problème. Et puis si on va plus au sud, alors par définition, il n'y a pas d'eau. Hein. Je ne fais pas un dessin, en Mauritanie, il n'y a pas un gramme d'eau. Alors c'est là où il y a une approche intéressante qui se développe, c'est ce qu'on appelle l'approche water positive, et qui consiste à dire, et ça c'est en train de devenir un peu une norme dans tout le développement de projets dans ces régions désertiques, de dire, écoutez, on va construire des usines de dessalement, hein, des désalinisations, on va dessaler l'eau, et comme ça coûte finalement très très peu cher, c'est-à-dire que le coût de dessalement d'eau, c'est à peu près 3-4% du coût de revient de l'hydrogène très compétitif dont je parlais, donc c'est vraiment très très peu. Eh bien, on va pouvoir mettre à disposition de l'eau pour d'autres activités, et notamment des activités agricoles et urbaines. Et dans le cas de la Mauritanie, pour prendre cet exemple-là, ils voient avec gourmandise, si je peux dire, leur pays qui est aujourd'hui très partiellement un producteur agricole sur le long du fleuve Sénégal et encore, hein, se dire qu'il va pouvoir avoir de l'eau pour produire, alors je ne vais pas dire qu'on va transformer les déserts de Mauritanie en plaine céréalière façon Beauce, mais il y a la possibilité de développer des activités agricoles et industrielles avec de l'eau. Et donc, l'hydrogène, paradoxalement, consomme de l'eau, mais indirectement peut finalement en être la production. En tout cas, certainement, c'est une notion qu'il faut tout à fait intégrer. Alors, deuxième question. Vous avez pris l'exemple de Dunkerque avec Arcelor. Combien d'hectares faudra-t-il mobiliser pour répondre à ce besoin? Est-ce socialement acceptable? Je vais même aller plus loin. Si on veut répondre à 100% des besoins des combustibles fossiles européens, il nous faut aujourd'hui 0,3% de la surface de la région méditerranéenne. Voilà. Vous voyez l'emploi de sujet. Est-ce que c'est souhaitable? Ce n'est pas souhaitable. C'est urgent. C'est absolument indispensable. Les gens qui imaginent que derrière, on peut attendre. On peut attendre qu'on ait des délestages massifs, et ça, malheureusement, c'est l'hiver prochain en France, et je pense qu'on va avoir des choses, j'espère me tromper, hein, mais dramatiques sur l'approvisionnement énergétique de notre pays dès l'hiver prochain. Et malheureusement, ce n'est pas l'hydrogène qui va pouvoir y répondre immédiatement. L'urgence climatique, on la connaît, il n'y a
les gens qui disent on peut attendre ou faut-il faire ci, faut-il faire ça, à titre personnel, je suis indigné moi, par rapport à ça. Quand on a des solutions industrielles qui sont là, disponibles, il y a besoin aujourd'hui d'un électrochoc. Et moi, je vais dire, je suis à nouveau à Bruxelles avec Frans Timmermans d'ailleurs sur l'European Hydrogen Backbone mardi prochain, et c'est ce que je lui dirai. Il y a besoin d'un électrochoc européen, d'un plan, pas Marshall, un plan Marshall plus, qui nous associe à l'Afrique. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous travaillons avec l'Union africaine, dans le cadre de présentation qui sera faite à la COP27 avec le président Macky Sall, et puis aussi l'Alliance sur l'international, 105 pays basés à Delhi. On va avoir 2 initiatives conjointes à lesquelles nous participons qui vont sur des hubs hydrogène et qui sont à l'échelle. Je crois qu'aujourd'hui, il faut penser à l'échelle. Et effectivement, si on se pose la question de savoir faut-il utiliser des millions d'hectares chez nous, ou dizaines de milliers d'hectares, enfin bref, chez nous en France avec les enjeux paysagers, environnementaux. Moi, je vais presque dire, monsieur Bern, eh bien, dont acte. Hein, vous ne voulez pas trop d'éoliennes et comme 90% des Français, malheureusement, hein, on peut dire, on le regretter, parce que la plupart des gens disent je veux une éolienne jusqu'au moment où elle est devant chez eux et là, ils n'en veulent plus. Donc ça, c'est un peu théorique. Hein. Eh bien, si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut que notre approvisionnement il vienne d'ailleurs. Et moi, je prendrais le général de Gaulle, hein, je vais ressortir le général de Gaulle. Le général de Gaulle, en 1960, il a dit « Le charbon français, c'est fini. Vive le pétrole africain ». Il n'a pas parlé de nucléaire en 60. Le nucléaire est arrivé 10 ans plus tard. Eh bien, moi, je dirais que aujourd'hui, le nucléaire français, c'est fini, parce que c'est un peu comme le charbon d'il y a 60 ans. Hein, c'est une industrie en fin de vie qui ne répond plus du tout aux besoins. Vive, alors non pas le pétrole, mais l'hydrogène saharien. Voilà. De Gaulle avait cette vision du pétrole saharien. Bon, alors, il y avait un petit truc, une petite confusion avec le fait que la France resterait, enfin, elle est restée jusqu'en 78 hein, pour faire du pétrole, pour produire du pétrole au Sahara. Mais bon, on s'est rendu compte que le pétrole en question appartenait à quelqu'un d'autre. Mais en l'occurrence, si on travaille avec les pays du sud d'Afrique, on a aujourd'hui la possibilité de répondre à ces besoins exactement comme on l'a fait dans les années 60. Hein. Il ne faut pas oublier que la croissance en France, elle est des années 60 et que les centrales nucléaires, elles sont arrivées 20 ans plus tard, lorsque la France a arrêté de croître. Donc la croissance française s'est faite avec le pétrole et le gaz importés. Alors on peut le regretter, mais si on importe du charbon, pardon, de l'hydrogène vert d'autres pays, voilà. Donc je pense que ces hectares, c'est pour ça qu'il faut raisonner de manière globale. Où doit-on les placer? Et surtout, comment doit-on utiliser ça comme vecteur de développement territorial, à la fois sur les territoires qui reçoivent de l'hydrogène? Je vais prendre l'exemple, moi, de la situation en Espagne. Aujourd'hui, en fait, on a dans ce hub, on a 2 territoires. On a Castilla et Léon où va être produit l'hydrogène, et les Asturies qui vont être le lieu de consommation. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le lieu de consommation, il bondit de joie, parce qu'il va y avoir 1 milliard d'investissements dans les aciéries, une usine d'engrais, une usine de... Enfin, il y a une multiplication d'investissements qui arrive, qui fait que la France, si je transpose ça en disant l'équivalent des Asturies, c'est la France, c'est-à-dire un lieu de consommation, vous imaginez ce que vous allez pouvoir faire si vous avez de l'hydrogène très abondant, les milliards, dizaines de milliards d'investissements qui vont être faits dans l'industrie française, créant des emplois en France. Et si on n'a pas, en revanche, si cet hydrogène n'arrive pas, eh bien, les sites fermeront. Oui, non, je prends l'exemple. Fos et Dunkerque, soit 10 milliards d'investissements, soit fermés. Qu'est-ce qu'on veut? Et ce point de vue-là, pour les industriels, c'est un choix cornélien. Parce que s'ils n'ont pas accès à la ressource, hein, je ne vais pas trahir de secret, hein, mais les sites, ils vont fermer. Hein. Thierry, il y a quand même une question que je me posais, qui vous a été posée tout à l'heure, je crois, sur l'eau. L'eau dans les Asturies, je veux bien entendre, mais l'eau à Nouakchott, faites comment? Désalinisation, hein, je l'ai mentionné. C'est désalinisation? Oui, absolument. Et c'est des usines, alors c'est une technologie parfaitement maîtrisée. Il se trouve qu'il y a des entreprises françaises d'ailleurs, on travaille d'ailleurs, on discute de ces questions-là avec Suez et Veolia, les deux d'ailleurs. Donc il y a des expertises tout à fait. Et donc c'est des technologies parfaitement maîtrisées. Si en plus, alors certains m'ont dit vous allez rejeter des eaux salines, mais si on veut rejeter, alors si on veut, on va avoir plein d'oxygène. D'ailleurs, on va pas savoir qu'en faire. Et d'ailleurs, si on se met à le rejeter imaginez, rejeter des millions de tonnes dizaines de millions de tonnes d'oxygène dans les océans. La ressource en poisson qui est pas très mauvaise. Hein, j'étais
récemment sur le port de pêche de Nouakchott avec toutes ces immenses barques colorées extraordinaires qui étaient encore, Dieu merci, remplies de poissons. Bon. Mais bon, si on veut en faire en sorte que ça soit toujours le cas dans 10 ans, dans 20 ans, on pourra peut-être mettre un peu d'oxygène aussi dans la mer. Enfin, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui 7 ressources. Dans le cas de la Mauritanie, ils ont tout à fait identifié leur littoral comme étant un moyen. Donc oui, effectivement, l'eau par désalinisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Absolument. Alors, bonjour et merci de partager ce projet incroyable. Pouvez-vous expliquer pourquoi il est nécessaire d'avoir de l'eau à proximité des projets, douce ou salée? Oui, il faut de l'eau. À proximité, alors soit oui, à proximité ou oui, alors dans le cas dans le nord de l'Espagne, l'eau est disponible. Vous avez des rivières, vous avez l'Èbre, le Douro, vous avez des nappes souterraines qui sont le nord de l'Espagne est très 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 arrosé, hein, c'est la Bretagne, hein, donc alors du côté de la Castille c'est assez sec, mais par contre l'eau ruisselle, voilà. Donc aujourd'hui sur nos projets là on n'a pas particulièrement de soucis sur l'eau. En revanche, dès qu'on est en train de travailler aujourd'hui sur des premiers projets plus au sud en Espagne, et là on va se poser la question. Si on va, certains savent peut-être que dans la région Murcie, qui nous approvisionne très largement en fraises et en tomates, eh bien les fraises et les tomates sont de l'eau fossile qui commence à être rare et dont la rareté conduit à la désertification de cette région. Donc si d'ailleurs, et ça c'est notre projet aussi potentiellement, de créer une usine de désalinisation dans cet endroit-là, faire en sorte que les fraises et les tomates ne soient pas uniquement, enfin, qu'on régénère cette ressource qui aujourd'hui est prélevée de manière excessive. Autre question. Oui, alors, avez-vous chiffré complètement l'impact carbone et le temps de retour énergétique de votre projet, de la production à l'usage final? Bon, le retour énergétique sur un module photovoltaïque est de l'ordre de 18 mois pour une installation qui doit durer 30 ou 40 ans. Vous voyez, donc le retour sur investissement, il est plutôt sympathique. Le cycle carbone, eh bien, il dépend très simplement effectivement, je vais prendre l'exemple de l'acier. On va avoir besoin d'acier pour faire nos canalisations et pour faire nos électrolyseurs. L'acier, si je prends de l'acier aujourd'hui produit à Fos, Dunkerque ou à Gijón, il est très, très carboné, c'est-à-dire une industrie extrêmement carbonée. Donc, je vais avoir un impact carbone qui ne va pas être très bon. En revanche, si je prends de l'acier qui, lui, aura fonctionné avec de l'hydrogène renouvelable, qui sera décarboné, vous voyez, donc c'est un peu l'œuf et la poule. Donc l'objectif, en tout cas, c'est clairement, c'est zéro carbone, zéro. Voilà. C'est pas un peu, c'est zéro, avec une chaîne entièrement décarbonée en amont. Simplement, ensuite, ça va. Bon, il faut y aller par étapes. Je veux dire, l'acier zéro carbone, ben, on l'aura une fois qu'on aura fait nos premières installations, etc. Donc, la décarbonation totale, elle va arriver par étapes, mais c'est véritablement l'objectif. Le principe même, c'est d'avoir un système sur toute la chaîne de valeur qui soit entièrement décarboné. Et le retour sur investissement énergétique, je vous dis, est excellent, hein, puisqu'on est sur un rapport de 1 à 20 par rapport à l'énergie produite par rapport à ce qu'on est censé avoir consommé. Autre question? Le modèle est-il réplicable pour les aciéries de Dunkerque? Alors, pardon, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que le modèle est réplicable pour les aciéries de Dunkerque? Dunkerque, aujourd'hui, est en train de négocier une subvention de plusieurs centaines de millions d'euros avec l'ADEME, avec lesquels d'ailleurs j'ai eu une longue discussion il y a 2 jours. Et voilà, on est en train de sortir le carnet de chèques. Alors, le problème, c'est que, je vais vous prendre un exemple. Nous sur le projet Aguil Espagna, c'est 6,6 millions de tonnes. Et si moi, je demande 2 € du kilo, ce que demandent la plupart des gens, 2 € du kilo de subvention, je vais demander 13 milliards de subventions. Alors, on est des gens sympas, mais 13 milliards, c'est beaucoup d'argent. Même dans le pays du quoi qu'il en coûte. Donc, en fait, les subventions, et encore là, pour Dunkerque, c'est 4 fois plus gros. Donc, vous imaginez, on va demander quoi? 50 milliards de subventions. On parle de volumes qui n'ont strictement aucun sens.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dunkerque, je vais être très simple, soit Dunkerque est connecté à des pipelines qui amènent de l'hydrogène espagnol et de l'hydrogène, soit Dunkerque, enfin, je me fais peut-être dire que c'est le message d'ArcelorMittal, parce que ce n'est pas le leur, mais de toute évidence, s'il n'y a pas d'approvisionnement en hydrogène compétitif, et la subvention, malheureusement, de ce point de vue-là, ne serviront à rien. Et d'ailleurs, accessoirement, utiliser une électricité aujourd'hui en extrême rareté, comme l'électricité nucléaire, pour faire de l'hydrogène est une absurdité énergétique. Je ne parle même pas de quelque chose qui met en danger de manière absurde la sécurité énergétique du pays. Totalement absurde d'utiliser le moindre électron nucléaire qui aujourd'hui fait dramatiquement défaut. Je vous rappelle que le prix de l'électricité au premier trimestre 2023, c'est 560 € du mégawattheure sur les marchés de gros, c'est-à-dire 10 fois le prix auquel il était il y a 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une rareté de cette ressource. L'idée qu'on va utiliser cette ressource et la gaspiller, parce que c'est ça, non, alors qu'on pourrait tout à fait en avoir bien plus abondant, 10 fois moins cher venant de l'autre côté des Pyrénées, enfin, je ne vous raconte pas l'absurdité de la chose. Il est temps d'ailleurs qu'il y ait un tout petit peu de rationalité dans les choix qui sont faits par les acteurs, et si on peut y contribuer ici, essayons. Je sais que Corinne, c'est un de vos combats. Donc pour revenir à Dunkerque, tuyaux. Il faut alimenter avec des tuyaux venant d'Espagne et d'Afrique du Nord. Autre question? Ce sera peut-être la dernière. C'était la dernière question. Celle-ci, il n'y en a pas d'autres. Très bien. Bah, écoutez, Thierry, c'était vraiment passionnant. Merci infiniment. Je ne doute pas que nous ayons un abondant replay de cette intervention. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. C'est ça, Margot? Tout à fait, c'est ça. Prochain webinaire qui sera consacré à l'agrovoltaïsme? Oui. Voilà, qui sera consacré à l'agrovoltaïsme. Très bonne journée et un grand merci Thierry. Merci à vous. Au revoir.